Il existe un silence qui parle plus fort que les mots, une solitude qui ne nous isole pas mais nous réveille. Carl Jung, l'un des plus grands esprits psychologiques du XXe siècle, n'avait pas peur d'être seul. En fait, il l'embrassait. Mais pourquoi? Pourquoi lui, un homme qui a étudié les profondeurs de la psyché humaine, cherchait-il refuge dans la solitude, plutôt qu'en compagnie des autres? La réponse réside dans une vérité que beaucoup craignent de confronter. La solitude n'est pas un vide, elle est transformation. Jung croyait que la véritable découverte de soi ne se faisait pas dans le bruit du monde, mais dans les conversations silencieuses que nous avons avec nous-mêmes. Il voyait la solitude non pas comme de la solitude, mais comme une porte d'entrée vers l'inconscient, un espace sacré où les masques que nous portons se dissolvent et où nous nous tenons face à face avec qui nous sommes vraiment. C'est dans l'isolement que nous commençons à entendre les murmures de notre âme, non filtrés par les attentes de la société, intacts par le bruit extérieur. Pourtant, dans un monde qui glorifie la connexion constante, la tranquillité peut sembler contre nature, même terrifiante. Pensez-y, quand avez-vous pour la dernière fois été assis dans un silence complet, sans distraction, sans tendre la main vers votre téléphone, sans chercher la validation des autres? La plupart des gens évitent la solitude, parce qu'elle les confronte à une vérité qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Au moment où nous sommes seuls, les pensées réprimées, les émotions non résolues, les rêves oubliés commencent à faire surface. C'est précisément pourquoi Jung considérait la solitude comme essentielle. Non pas comme une forme d'évasion, mais comme un voyage intérieur, une descente dans les couches plus profondes de soi-même. Mais la solitude n'est pas seulement une question de réflexion, elle est aussi une source de pouvoir créatif immense. Jung lui-même se retirait dans son refuge au bord du lac, la tour de Bingen, où il passait du temps en profonde introspection, à écrire, sculpter et explorer son inconscient. Il comprenait quelque chose que la plupart des gens négligent. La solitude n'est pas un vide. C'est un terreau fertile pour la réalisation de soi. Pourtant, dans une société qui assimile être seul à être malheureux, comment apprenons-nous à embrasser le pouvoir de la solitude plutôt qu'à le craindre? La plupart des gens sont terrifiés par le silence. Au moment où le bruit extérieur s'estompe, une tempête intérieure commence. Un torrent de pensées, d'émotions et de conflits non résolus qui exigent de l'attention. C'est pourquoi la solitude est souvent confondue avec la solitude. Elle nous force à confronter ce dont nous passons nos vies à fuir. Carl Jung comprenait cette peur, mais au lieu de l'éviter, il s'y est confronté. Il voyait la solitude comme une confrontation nécessaire, un miroir qui renvoie les parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, nous avons été conditionnés à remplir chaque instant de distraction, les réseaux sociaux, un divertissement sans fin, des conversations constantes. Tout est conçu pour nous maintenir engagés avec le monde extérieur. Mais Jung croyait que la véritable compréhension de soi ne vient pas de la validation externe, elle émerge de l'intérieur. Il avertissait qu'en l'absence de moments de solitude profonde, nous risquons de nous perdre dans les attentes des autres, confondant l'identité collective avec la vérité personnelle. La propre vie de Jung illustre cette croyance. Bien qu'il soit un intellectuel public, il se retirait régulièrement du monde pour être seul avec ses pensées. Il a construit la tour de Bingen, son refuge au bord du lac, comme un espace libre de toute influence sociétale où il pouvait s'engager dans une introspection profonde et une expression créative. Il voyait la solitude comme un état sacré, celui où l'esprit inconscient s'exprime le plus clairement. Mais la question demeure. Si la solitude est si essentielle, pourquoi tant de gens en ont-ils peur? La réponse réside dans la nature de la psyché humaine. Dès que nous sommes seuls, notre subconscient commence à parler, révélant des émotions, des désirs et des peurs que nous réprimons souvent. Cela peut être désagréable, voire douloureux. Pourtant, comme Jung l'a compris, c'est seulement en embrassant ce malaise que la véritable conscience de soi commence. La solitude, alors, n'est pas une évasion du monde, c'est un retour à soi-même. Jung croyait qu'à l'intérieur de chaque individu existe un territoire vaste et inexploré, l'esprit inconscient. C'est le royaume des souvenirs oubliés, des émotions réprimées et des symboles qui façonnent nos vies. Mais accéder à ce plus profond, soit nécessite quelque chose de rare dans la vie moderne. Dans la solitude, les couches de conditionnement social commencent à se détacher,
nous permettant de percevoir les forces cachées qui dirigent nos pensées et nos comportements. Pour Jung, la solitude n'était pas simplement une absence de personne, c'était un rituel de découverte de soi. Il parlait souvent de la nécessité de se retirer de l'esprit collectif afin de s'engager avec les dimensions plus profondes de la psyché. Le bruit de la vie quotidienne nous distrait, nous empêchant d'accéder à l'inconscient, mais dans la solitude, l'inconscient remonte à la surface, révélant des aperçus et des vérités qui autrement resteraient enfouies. Pensez aux grands esprits à travers l'histoire, philosophes, artistes, scientifiques. Beaucoup d'entre eux cherchaient la solitude, non pas parce qu'ils détestaient les gens, mais parce qu'ils comprenaient que la créativité et la profonde compréhension émergeant dans des moments de réflexion ininterrompus. Jung lui-même utilisait la solitude comme un outil d'exploration psychologique, enregistrant ses visions, rêves et expériences intérieures dans ce qui est devenu plus tard le Livre rouge, un récit profondément personnel de son voyage dans l'inconscient. Cependant, le chemin de la solitude n'est pas toujours doux. Lorsque les distractions tombent, nous pouvons être confrontés à des parties de nous-mêmes que nous préférerions éviter, de vieilles blessures, des peurs réprimées, des insécurités cachées. Elles refont surface dans le silence. Pourtant, comme le voyait Jung, cette confrontation est nécessaire. Sans elle, nous restons étrangers à nous-mêmes, piégés dans l'illusion du persona, le masque que nous portons pour nous intégrer dans la société. L'un des aperçus les plus profonds de Jung était la distinction entre le persona et le vrai soi. Le persona est le masque que nous portons pour naviguer dans la société. C'est la version de nous-mêmes qui recherche l'approbation, s'adapte aux attentes et joue les rôles qui nous sont assignés. Mais sous cette façade soigneusement construite se cache quelque chose de bien plus authentique. Le vrai soi, l'essence non filtrée de qui nous sommes. Et la solitude, croyait Jung, est la clé pour le découvrir. Imaginez une personne qui passe sa vie entière entourée d'autres, constamment engagée dans des interactions sociales, toujours en représentation. Son identité devient entremêlée avec la validation externe. Qui elle est façonnée par la façon dont les autres la voient. Elle ne se demande peut-être jamais « Qui suis-je quand personne ne me regarde ? Que reste-t-il lorsque je dépouille mes rôles, mes obligations, mon besoin d'être aimé ?» Ce sont des questions inconfortables, mais Jung soutenait que sans solitude, elle reste souvent sans réponse. Jung lui-même a vécu cette lutte. En tant que jeune homme, il était profondément impliqué dans le mouvement psychanalytique, mentoré par Sigmund Freud et immergé dans des cercles académiques. Cependant, alors que ses idées évoluaient, il se sentait de plus en plus contraint par les attentes placées sur lui. Rompre avec Freud et la psychologie dominante n'était pas seulement une décision intellectuelle. C'était un acte profondément personnel d'individuation, une reconquête de sa propre vérité. Pour ce faire, il avait besoin de solitude. Il s'est retiré, passant du temps dans une profonde réflexion, s'engageant avec son esprit inconscient et documentant ses visions. Cette période d'isolement n'était pas un retrait, c'était un voyage nécessaire vers son moi authentique. Mais la solitude ne révèle pas seulement qui nous sommes, elle révèle aussi qui nous ne sommes pas. Lorsque nous sommes seuls, nous commençons à voir les couches artificielles de notre identité, les aspects de nous-mêmes qui existent uniquement pour l'approbation des autres. L'homme d'affaires qui réalise que son ambition n'a jamais vraiment été la sienne. L'artiste qui voit que son travail a été plus influencé par les tendances que par une vision intérieure. La personne qui comprend soudain que la vie qu'elle a construite n'est pas celle qu'elle désire vraiment. Ces révélations peuvent être déstabilisantes, voire douloureuses. Mais elles sont aussi libératrices. Car une fois que nous reconnaissons le faux soi, nous pouvons commencer le processus de retour à quelque chose de réel. Si la solitude est si puissante, pourquoi tant de gens lui résistent-ils? La réponse est simple. La transformation est inconfortable. Jung croyait que le processus d'individuation, devenir son vrai soi, nécessite une confrontation avec l'inconscient, et ce n'est pas un chemin facile. En solitude, nous faisons face aux parties de nous-mêmes, que nous avons ignorées, niées ou enterrées. Nous rencontrons nos peurs, nos regrets et nos désirs inassouvis. Pourtant, dans ce malaise se trouve la plus grande opportunité de croissance. Pensez à la solitude comme à un processus alchimique. Dans l'ancienne alchimie, la transformation nécessitait de décomposer une substance avant qu'elle puisse être purifiée et renaître. Il en va de même pour la psyché humaine.
Lorsque nous nous éloignons des distractions du monde, nous entrons dans un état de dissolution psychologique. Nos identités, nos croyances et nos réponses apprises commencent à se désassembler. Mais cette décomposition est nécessaire, car, à partir d'elle, quelque chose de nouveau émerge. La personne qui sort de la solitude n'est jamais la même que celle qui y est entrée. Jung lui-même a décrit ce processus à travers ses propres expériences à la tour de Bingen. Dans ce sanctuaire qu'il s'est créé, il s'est engagé dans une introspection profonde, une expression créative et un travail symbolique. Il a gravé des inscriptions dans la pierre, écrit sur ses rêves et a laissé son inconscient le guider. Ce n'était pas un simple isolement, c'était une solitude intentionnelle et transformative, un processus de dépouillement de l'inauthentique et de reconnexion avec les couches les plus profondes de l'âme. Mais la solitude ne nécessite pas un retrait dans la nature ou un retrait complet de la société. Cela peut commencer de petites manières. Des moments de silence le matin, du temps passé à écrire dans un journal, des promenades en solitaire, sans distraction. La clé, c'est l'intention. Lorsque la solitude est choisie consciemment, elle devient une force puissante pour la découverte de soi. Elle nous permet d'entendre cette voix intérieure discrète, celle qui est si souvent étouffée par le monde. Et donc, la question reste. Quand a été la dernière fois où vous avez été vraiment seul? Pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Pas en cherchant à vous distraire, pas à remplir le silence de bruit, mais à vous asseoir avec vous-même, laissant émerger tout ce qui se présente. Parce que dans cet espace, au-delà des masques, au-delà du bruit, au-delà de la persona, vous pourriez juste trouver quelque chose d'extraordinaire. Vous pourriez vous trouver. Dès le moment où nous naissons, on nous dit qui nous sommes. La société nous attribue un nom, un rôle, un ensemble d'attentes. Nous sommes façonnés par la culture, par la famille, par les pressions silencieuses d'appartenir. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui reste intact face à tout cela. Un soi qui existe au-delà du conditionnement, au-delà des masques que nous portons. Carl Jung appelait ce voyage vers notre véritable soi, individuation, et il croyait que c'était la tâche la plus importante d'une vie. L'individuation n'est pas une amélioration de soi. Il ne s'agit pas de devenir une meilleure version de la personne que la société veut que vous soyez. Il s'agit de devenir qui vous êtes censé être, entier, indivisé, fidèle à votre essence. C'est le processus d'intégration des parties inconscientes de vous-même, les morceaux qui ont été ignorés, niés ou réprimés. Et ce processus n'est pas facile. Il exige de se détacher des attentes collectives, de se démarquer et d'embrasser la solitude. Non pas comme un isolement, mais comme une exploration de soi. Jung pensait que la plupart des gens n'atteignent jamais l'individuation parce qu'ils ne remettent jamais en question les identités qu'ils ont héritées. Ils jouent des rôles écrits par d'autres, suivant des chemins qui n'ont jamais vraiment été les leurs. Ils répriment leurs véritables désirs, leurs peurs, leurs contradictions, dans une tentative de s'intégrer dans un moule qui n'a jamais été conçu pour eux. Mais le coût de cette conformité est immense. Nier le vrai soi, c'est vivre dans une souffrance silencieuse, hantée par un sentiment d'incomplétude qu'aucun succès ou approbation ne peut combler. Alors, comment commençons-nous le processus d'individuation? La réponse de Jung était simple mais profonde. Nous devons nous tourner vers l'intérieur. Nous devons écouter les parties cachées de nous-mêmes, les rêves, les impulsions, les voix que nous avons réduites au silence. Nous devons nous éloigner du collectif et oser avancer seuls, car c'est seulement dans la solitude que nous pouvons entendre le murmure de notre propre âme, nous appelant à l'intégralité. Dès l'enfance, nous apprenons que certaines parties de nous-mêmes sont acceptables, tandis que d'autres doivent rester cachées. Nous sommes loués pour notre obéissance, pour le respect des règles, pour nous conformer aux attentes qui sont placées sur nous, et donc nous nous adaptons. Nous construisons une persona, un masque socialement acceptable qui nous permet de naviguer dans le monde. Mais sous ce masque, il existe autre chose, quelque chose de brut, de sauvage et profondément réel. Le processus d'individuation consiste à enlever le masque et à embrasser ce qui se cache en dessous. Mais c'est terrifiant, car au moment où nous retirons le masque, nous nous exposons non seulement au monde, mais aussi à nos propres vérités profondes. Que se passe-t-il si la personne que nous avons feint d'être n'a rien à voir avec qui nous sommes vraiment? Que se passe-t-il si nous avons passé des années
voire des décennies, à construire une vie qui ne s'aligne pas avec notre âme. Ce sont les questions auxquelles l'individuation nous oblige à faire face. Jung a averti que réprimer notre vrai soi a un coût élevé. Lorsque nous nions certaines parties de nous-mêmes, elles ne disparaissent pas, elles se retirent dans l'inconscient ou elles s'enveniment. Cette répression crée un conflit intérieur, de l'anxiété et un sentiment de déconnexion par rapport à la vie. C'est pourquoi tant de personnes se sentent perdues, agitées ou insatisfaites, même lorsqu'elles ont réalisé tout ce qui leur a été dit, les rendrait heureuses. Elles vivent comme une version fragmentée d'elles-mêmes, déconnectées de leur propre essence. Mais l'alternative, embrasser l'individuation, requiert un grand courage. Cela signifie être prêt à décevoir les autres, à se libérer des attentes sociétales, à faire face à l'inconnu intérieur. Cela signifie accepter que nous ne sommes pas seulement la personne que nous montrons au monde, mais aussi l'ombre, le rêveur, le chercheur. L'individuation exige une honnêteté radicale. Elle nous demande de nous regarder pleinement, sans illusion, et d'intégrer tout ce que nous découvrons. Ce n'est qu'alors que nous pouvons devenir entiers. Pourquoi la solitude est-elle si essentielle à l'individuation? Parce que le chemin vers le vrai soi ne peut pas être parcouru en présence de bruit constant. En compagnie des autres, nous sommes toujours en train de performer, de nous ajuster, de nous adapter, de répondre à des stimuli extérieurs. Mais dans la solitude, nous avons la rare opportunité de laisser tomber la performance et d'écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur. Jung lui-même comprenait cela profondément. Il s'est retiré à la tour de Bingen, son havre isolé, non pas pour fuir le monde, mais pour se reconnecter avec lui-même. Là, loin des attentes et des distractions, il a permis à son inconscient de remonter à la surface. Il a enregistré ses rêves, s'est engagé dans un travail créatif et a exploré les profondeurs de son psychisme. Ce n'était pas de l'isolement, c'était l'individuation en action. Mais la solitude ne signifie pas se couper du monde pour toujours. Il s'agit plutôt de créer de l'espace, un espace pour réfléchir, pour traiter, pour intégrer. C'est s'extirper suffisamment de l'état d'esprit collectif pour entendre ses propres pensées, sa propre vérité. Sans ces moments de solitude, nous risquons d'être emportés par le flot des conditionnements sociaux, nous perdant dans les attentes des autres. Pourtant, pour beaucoup, la solitude est inconfortable. Au moment où les distractions s'estompent, ils se retrouvent face à leurs propres conflits non résolus, leurs peurs cachées et leurs désirs non comblés. Mais Jung voyait cet inconfort comme nécessaire, car ce qui émerge dans la solitude n'est pas seulement l'obscurité que nous avons évitée, c'est aussi la lumière, les rêves, la créativité, les parties oubliées de nous-mêmes qui attendent d'être récupérées. L'individuation n'est pas une question de perfection, il s'agit de devenir réel. Et ce voyage commence dans l'espace silencieux du soi. L'individuation n'est pas une destination, ce n'est pas un objectif à atteindre et à cocher sur une liste. C'est un déploiement tout au long de la vie, un processus continu de découverte de soi et d'intégration. Il n'y a pas de version finale du soi, uniquement des couches de plus en plus profondes à découvrir. C'est ce qui rend le voyage si puissant. Pour Jung, l'individuation concernait la totalité, pas la perfection. Il s'agissait d'accepter tous les aspects de soi, la lumière et l'ombre, le connu et l'inconnu. Il s'agissait d'apprendre à vivre de manière authentique, libre du besoin de se conformer. Mais ce n'est pas une révélation unique. La vie nous présente constamment de nouveaux défis, de nouvelles expériences qui nous obligent à évoluer. Chaque étape de la vie nous demande de réexaminer qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. L'individuation est donc un processus continu de devenir. Et pourtant, beaucoup résistent à ce chemin, parce qu'il nécessite de s'aventurer dans l'inconnu. Cela signifie remettre en question d'anciennes croyances, se libérer d'identités dépassées et embrasser l'incertitude de la transformation. Mais Jung nous rappelle que l'alternative, rester piégé dans un faux soi, est bien plus douloureuse à vivre. Sans individuation, on vit à moitié, déconnecté de sa véritable raison d'être. Alors, demandez-vous, vivez-vous en tant que votre vrai moi ou portez-vous encore un masque? Avez-vous pris le temps d'écouter les parties plus profondes de votre être ou êtes-vous noyé dans le bruit extérieur? Le chemin de l'individuation n'est pas facile. Il y a en vous une partie que vous refusez de voir, un côté que vous avez enfoui sous des couches de politesse, d'attente et de déni. C'est la partie de vous qui ressent la colère, la jalousie et l'insécurité.
celle qui est capable de cruauté, d'égoïsme et de destruction. Carl Jung a appelé cela l'ombre, et il croyait que l'ignorer est l'un des plus grands dangers pour l'âme humaine. Mais voici le paradoxe. Plus nous réprimons l'ombre, plus elle a de pouvoir sur nous. Ce que nous refusons de reconnaître ne disparaît pas. Cela s'infecte dans l'inconscient, façonnant nos pensées, nos émotions et nos comportements de manière que nous ne comprenons pas. Cela se manifeste par des accès de colère, soudains, des schémas d'auto-sabotage et dans les jugements que nous portons sur les autres. Nous voyons nos propres défauts niés reflétés dans le monde qui nous entoure, mais nous sommes aveugles au fait qu'ils proviennent de l'intérieur. C'est pourquoi la solitude est terrifiante pour tant de gens. Lorsque les distractions du monde s'évanouissent, nous nous retrouvons seuls avec notre ombre, les blessures non résolues, les peurs cachées et les parties de nous-mêmes que nous prétendons ne pas exister. Elles refont toute surface, et sans le bruit de la vie quotidienne pour les étouffer, nous sommes contraints de les affronter. Jung comprenait que faire face à l'ombre n'est pas une question de l'éradiquer, mais de l'intégrer. Il croyait que la véritable conscience de soi exige que nous reconnaissions notre obscurité, que nous acceptions que nous ne sommes ni purement bons, ni purement mauvais, mais un mélange complexe des deux. Ce n'est qu'en amenant l'inconscient à la lumière que nous pouvons récupérer les parties de nous-mêmes que nous avons perdues. Ce processus, cette confrontation douloureuse et nécessaire avec notre propre obscurité, commence dans la solitude. Dès l'enfance, on nous enseigne quelles parties de nous-mêmes sont acceptables et lesquelles ne le sont pas. Nous apprenons que certaines émotions comme le bonheur, la gentillesse et l'obéissance sont récompensées, tandis que d'autres, comme la colère, la défiance et la vulnérabilité, sont punies. Et donc, nous nous adaptons, nous repoussons les parties inacceptables de nous-mêmes dans l'inconscient, prétendant qu'elles n'existent pas. Mais ce que nous réprimons ne disparaît pas. Cela attend, l'ombre se forme dans ces endroits cachés. Il est fait des traits que nous rejetons, des émotions que nous refusons de ressentir, des désirs dont nous avons honte. Parce que nous ne sommes pas prêts à affronter ces aspects de nous-mêmes, ils trouvent d'autres moyens de s'exprimer, par la projection, par des comportements destructeurs, par des schémas que nous semblons incapables de briser. Par exemple, pensez à la personne qui se vante d'être gentille et désintéressée, mais qui en secret ressent du ressentiment envers les autres qui profitent d'elle. Sa colère refoulée n'a pas disparu. Elle s'exprime par de la passivité agressive, de l'amertume ou une souffrance silencieuse. Ou pensez à la personne qui se croit rationnelle et sans émotion, mais qui se retrouve constamment submergée par de soudains accès de rage ou d'anxiété. Leurs émotions, niées si longtemps, éclatent de manière incontrôlable. Jung croyait que plus nous rejetons l'ombre, plus elle nous contrôle. Cependant, y faire face nécessite quelque chose que peu de gens sont prêts à faire, une introspection profonde et honnête. Cela nécessite la solitude parce que, en solitaire, il n'y a personne à blâmer, aucune distraction derrière laquelle se cacher. Il n'y a que vous, et les vérités que vous avez évitées. Lorsque vous regardez enfin dans le miroir de vous-même, vous pourriez être choqué par ce que vous voyez. Pourquoi la solitude est-elle essentielle pour confronter l'ombre? Parce qu'en présence des autres, nous sommes toujours en performance. Nous maintenons nos personas, filtrant nos pensées et nos émotions pour répondre aux attentes sociales. Mais dans la solitude, le masque tombe. Il n'y a pas de public, personne à impressionner ou à tromper, il n'y a que la vérité brute, non filtrée. Jung lui-même s'est retiré dans la solitude pour s'engager dans ce processus. Dans le livre rouge, il a documenté son parcours personnel dans l'inconscient, enregistrant des visions, des dialogues avec des figures archétypales et des rencontres avec sa propre ombre. Il a compris que la conscience de soi ne vient pas de la validation externe. Elle vient de la volonté de descendre dans les profondeurs de sa propre psyché. Le travail sur l'ombre, le processus d'intégration de l'inconscient, nécessite un engagement profond dans l'exploration intérieure. Cela implique de poser des questions difficiles. Quelles émotions est-ce que je réprime et pourquoi? Quelle qualité chez les autres me déclenche une réaction? Et que révèle-t-elle sur moi-même? De quelle manière me trompe-je pour éviter de faire face à des vérités inconfortables? Ce ne sont pas des questions faciles et les réponses sont souvent inconfortables. Mais sans cet auto-examen, l'ombre reste en contrôle, dictant nos vies en dessous de la surface. La solitude offre l'espace nécessaire à cette confrontation.
Elle nous oblige à faire face à notre inconfort, à traiter des émotions que nous avons longtemps ignorées et à récupérer les parties de nous-mêmes que nous avons mises de côté. Mais ce voyage n'est pas une invitation à s'attarder dans les ténèbres. Il s'agit de les comprendre. Il s'agit d'apprendre à reconnaître notre ombre sans en être consumé. Car lorsque nous intégrons l'ombre, quelque chose d'incroyable se produit. Nous cessons de la projeter sur le monde. Nous devenons moins critiques, moins réactifs et plus complètes. Nous accédons à la force cachée et à la créativité enfouie dans notre inconscient. Surtout, nous commençons à vivre avec une nouvelle authenticité. Jung ne croyait pas que l'ombre était purement négative. Il la voyait comme une partie vitale de soi, une partie qui, lorsqu'elle est intégrée, devient une source d'immense pouvoir et de transformation. Parce qu'au sein de l'ombre se trouvent non seulement nos peurs et nos faiblesses, mais aussi notre potentiel caché, les désirs que nous avons réprimés, les émotions que nous avons ignorées et les instincts que nous avons niés. Ce ne sont pas juste des obstacles, ce sont des sources d'énergie, de créativité et de profondeur inexploitées. Pensez à l'artiste qui réprime ses émotions les plus sombres, craignant qu'elles soient trop intenses. Quand il confronte enfin son ombre, il débloque une profondeur d'expression qu'il n'avait jamais soupçonnée. Ou pensez à la personne qui a passé sa vie à être d'accord, par crainte du conflit. Lorsqu'elle intègre son ombre, elle trouve sa voix, son assertivité et sa capacité à poser des limites. L'ombre, une fois acceptée, devient une alliée. Mais cette transformation ne se produit pas passivement. Elle nécessite un engagement actif envers l'inconscient, à travers l'écriture, la méditation et une introspection profonde. Elle nécessite la solitude, non pas comme une évasion, mais comme un espace sacré pour l'exploration de soi. Elle exige le courage d'affronter les parties de nous-mêmes que nous préférerions garder cachées. Car la vérité est celle-ci. Vous n'êtes pas seulement la lumière, vous êtes aussi l'obscurité. Vous n'êtes pas juste la persona que vous présentez au monde. Vous êtes aussi le moi brut et indompté qui se cache en dessous. Plus vous le niez, plus vous vous fragmentez. Cependant, plus vous l'acceptez, plus vous intégrez l'ombre et plus vous devenez entier. Alors demandez-vous, quelle partie de vous-même fuyez-vous? Quelle vérité avez-vous enterrée, effrayée à l'idée de l'affronter? Êtes-vous prêt à entrer dans la solitude, non pas pour fuir, mais pour enfin rencontrer ce soi qui vous attend dans l'obscurité? Dès notre arrivée dans ce monde, nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Nous naissons dans des familles, dans des cultures, dans des systèmes de croyances qui façonnent notre perception de la réalité. On nous apprend comment agir, ce qui est important, et ce pourquoi nous devons tendre. Dans ce processus, nous commençons à oublier qu'il existait autre chose. Le collectif devient la fondation de notre identité, la structure qui nous dit qui nous sommes et quelle est notre place dans le monde. Mais au fond de nous, il existe une autre force, un murmure calme et persistant, le soi qui aspire à se libérer. C'est le combat éternel, l'attrait d'appartenir face à l'appel de la solitude, le désir de s'intégrer face au besoin de devenir qui nous sommes réellement. Carl Jung comprenait ce conflit mieux que quiconque. Il voyait comment la société façonne l'individu, comment elle crée des masques et des attentes qui ne peuvent jamais vraiment capturer la profondeur de l'âme humaine. Il savait que la plupart des gens vivent comme des fragments d'eux-mêmes, s'adaptant au collectif au détriment de leur propre authenticité. Car la vérité est que la société ne récompense pas ceux qui franchissent les frontières. Elle ne célèbre pas ceux qui rejettent les règles, qui tracent leur propre chemin. Elle les craint. Être différent, c'est risquer le rejet. Se tenir seul, c'est risquer la solitude. Et tant de gens choisissent le confort de la conformité plutôt que le chemin terrifiant et incertain de la découverte de soi. Mais que perd-on dans cet échange? Que devient les parties de nous qui ne s'intègrent pas dans le moule collectif? Elles sont enterrées, réprimées, niées. L'artiste réprime sa créativité pour poursuivre une carrière pratique. Le rêveur fait taire ses visions pour répondre aux attentes de sa famille. Le penseur retient ses questions plus profondes, par peur d'être incompris. Et pourtant, ces aspects niés ne disparaissent jamais vraiment. Ils persistent en dessous de la surface, créant une insatisfaction calme et tenace. Ils se manifestent sous forme d'anxiété, de frustration, comme un sentiment indéfectible qu'il manque quelque chose d'essentiel. C'est pourquoi la solitude n'est pas un luxe, c'est une nécessité.
C'est dans la solitude que nous récupérons ce que le collectif a pris. Jung croyait que la véritable individuation, le processus de devenir un être entier et authentique, nécessite un retrait conscient de la collectivité. Cela ne signifie pas rejeter complètement la société. Cela ne veut pas dire devenir un ermite ou se détourner des relations humaines. Cela signifie s'éloigner du bruit assez longtemps pour entendre sa propre voix. Cela signifie remettre en question les croyances que vous avez héritées en demandant si elles sont vraiment les vôtres. Cela signifie faire face à la vérité inconfortable que beaucoup de ce que vous avez accepté comme étant vous-même n'est peut-être rien de plus qu'un reflet du monde qui vous entoure. Et ce n'est pas un processus facile, car s'éloigner de la collectivité, c'est entrer dans l'inconnu. C'est marcher sur un chemin sans garantie, sans validation, sans la réassurance d'appartenir. C'est devenir un outsider, ne serait-ce que pour un temps. Peu sont prêts à prendre ce risque, mais ceux qui le font, ceux qui embrassent la solitude comme un outil de découverte de soi, trouvent quelque chose d'inestimable. Ils découvrent le soi qui était caché sous des années de conditionnement. Ils trouvent de la clarté, de la profondeur et un sens du but qui ne peut être dicté par personne d'autre. Ils apprennent à interagir avec le monde non pas en tant que participants passifs, mais comme des individus qui ont choisi leur propre chemin. Et lorsqu'ils retournent à la collectivité, ils le font non pas en tant que suiveurs, mais en tant que ceux qui ont quelque chose de réel à offrir, sagesse, perspicacité et la force qui vient de la connaissance de qui ils sont réellement. Car le paradoxe est le suivant. C'est seulement en s'éloignant de la collectivité que nous pouvons apprendre à exister à l'intérieur sans nous perdre. C'est seulement en embrassant la solitude que nous pouvons interagir avec le monde depuis un lieu d'authenticité plutôt que de conformité. Et donc, la question demeure, vivez-vous une vie qui est vraiment la vôtre ou suivez-vous simplement le chemin qui vous a été donné? Avez-vous pris le temps d'écouter la voix sous le bruit ou l'avez-vous étouffée par les attentes des autres? La lutte entre la société et le soi n'est pas une lutte que l'on peut éviter. C'est une bataille qui se déroule en chacun de nous, façonnant le cours de nos vies de manière que nous reconnaissons rarement. Et le choix est toujours là. Conformité ou authenticité, appartenance ou vérité. Quel chemin choisirez-vous? Il arrive un moment dans la solitude où quelque chose change. Au début, il y a de la résistance, l'inconfort du silence, le poids de vos propres pensées pesant sur vous. L'esprit cherche des distractions, assoiffé du bruit du monde, du rythme familier de la routine. Mais si vous restez immobile assez longtemps, si vous vous permettez de vous asseoir dans l'immensité de la solitude sans fuir, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'inconfort s'efface et à sa place, une nouvelle conscience émerge. Vous commencez à vous voir avec une clarté qui était autrefois impossible. Les couches de conditionnement, les attentes, les voix des autres, tout cela commence à se dissoudre. En dessous, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus profond commence à remonter à la surface. Carl Jung croyait que la solitude n'était pas seulement une évasion du monde, mais un creuset de transformation. Il la voyait comme un espace où l'âme subit une sorte d'alchimie, où des aspects bruts et non traités de soi se fondent et se redéfinissent en quelque chose de nouveau. Dans la solitude, l'esprit inconscient s'exprime d'une manière qu'il ne pourrait jamais faire en présence des autres. Les rêves deviennent plus vifs, des souvenirs longtemps oubliés remontent à la surface, et des émotions qui étaient autrefois enfouies exigent d'être ressenties. Si vous écoutez, si vous vous abandonnez vraiment à ce processus, vous commencez à comprendre que la solitude n'est pas vide. Elle est pleine, pleine d'insights qui attendent d'être découverts, pleine de vérités qui attendent d'être réalisées. C'est dans la solitude que le travail le plus profond de l'âme s'effectue. Cette transformation ne se produit pas par la force. Vous ne pouvez pas l'accélérer ni contrôler ce qui émerge. Vous pourriez entrer en solitude en espérant la paix, seulement pour être confronté à une douleur longtemps enfouie. Vous pourriez chercher la clarté, seulement pour faire face à la confusion. Mais c'est la nature du véritable travail intérieur, il ne suit pas un chemin linéaire. Comme les alchimistes qui cherchaient à transformer le plomb en or, le processus est imprévisible, nécessitant patience, abandon et une volonté de faire face à tout ce qui se présente. Et avec le temps, quelque chose commence à changer. Les parties de vous-même qui semblaient autrefois fracturées commencent à s'intégrer. Les blessures que vous pensiez ne jamais guérir commencent à se fermer. Et les émotions que vous redoutiez
commencent à perdre leur emprise sur vous. À leur place, une force tranquille commence à prendre racine. Jung parlait souvent d'individuation, le chemin pour devenir son vrai soi, comme d'un processus d'unification intérieure. Et la solitude est là où ce processus se déroule. Dans le silence, vous en venez à reconnaître non seulement votre lumière, mais aussi votre obscurité. Vous commencez à embrasser les contradictions en vous, comprenant qu'elles ne sont pas des faiblesses, mais des pièces essentielles de qui vous êtes. Vous apprenez que les parties de vous-même que vous avez autrefois rejetées, les peurs, les désirs, les doutes, ne sont pas des obstacles, mais des guides. Elles vous indiquent le chemin vers la plénitude. Et à mesure que vous les intégrez, vous émergez de la solitude non pas en tant que quelqu'un qui a échappé au monde, mais en tant que quelqu'un qui a été renaissant au sein de celui-ci. La transformation qui se produit dans la solitude n'est pas destinée à vous garder isolé. Elle est destinée à vous préparer au monde d'une nouvelle manière. Car une fois que vous avez fait face à vous-même, une fois que vous avez vraiment vu ce qui se cache sous la surface, vous ne pouvez plus être contrôlé par des forces extérieures. Vous n'êtes plus lié par les opinions des autres, plus influencé par les pressions de la société. Vous avancez dans la vie avec un nouveau sens de clarté, ancré dans quelque chose de plus profond que la validation ou l'approbation éphémère. Vous ne cherchez plus de signification en dehors de vous-même parce que vous l'avez trouvé en vous. C'est le cadeau de la solitude. Ce n'est pas la solitude, ce n'est pas l'exil. C'est un retour à vous-même, à votre essence, à la vérité qui a toujours été là, attendant d'être découverte. Ainsi, la question n'est pas de savoir si vous pouvez supporter la solitude. La question est de savoir si vous êtes prêt à y entrer. Si vous êtes prêt à laisser cela vous ouvrir, à laisser cela vous dépouiller des illusions, à laisser cela vous révéler qui vous êtes vraiment. Car la solitude n'est pas l'endroit où vous vous perdez. C'est là que vous vous rencontrez enfin. La solitude n'est pas isolement, c'est transformation. C'est l'espace où le soi est redécouvert, où les masques tombent, où l'âme retrouve son chemin vers la plénitude. Carl Jung comprenait cela profondément. Il savait que, sans solitude, nous restons piégés dans les attentes du monde, ne sachant jamais vraiment qui nous sommes sous tout cela. Mais pour ceux qui sont prêts à entrer dans le silence, qui sont prêts à affronter l'inconnu en eux-mêmes, la solitude devient le professeur le plus puissant. C'est là que vous confrontez vos peurs, intégrez votre ombre, et émergez non pas en tant que version fragmentée de vous-même, mais en tant que quelque chose de complet, de réel. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un « j'aime ». Cela nous aide à continuer à créer du contenu qui remet en question notre façon de penser et de voir le monde. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, explorant les profondeurs de la philosophie, de la psychologie et de la découverte de soi. Et si vous cherchez à plonger encore plus profondément, consultez le lien dans la description et le commentaire épinglé. Vous y trouverez une sélection de livres puissants qui peuvent vous guider dans votre parcours. D'ici la prochaine fois, continuez à explorer, continuez à questionner et surtout, continuez à devenir.